RCN. Le son de la différence. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Forum des bailleurs, nouvelle et dernière émission de la saison. Pour cette émission, on est avec l'OMH et nous avons installé nos studios au cœur du quartier d'Aussonville parce que c'est une date un peu particulière aujourd'hui. Le quartier fête ses 100 ans. Pour commencer à en parler, nous avons dans nos studios Lamia. Alors Lamia, je vais vous laisser vous présenter parce que j'ai tellement peur d'écorcher votre prénom, votre nom de famille, que je préfère vous laisser la parole et nous expliquer qui vous êtes. Bon bonjour, je m'appelle Lamia Benkortby avec un T pour ne pas l'écorcher et je suis la présidente du conseil citoyen d'Aussonville. Et à vos côtés, il y a Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour. Bon, alors vous êtes une habitante du quartier, mais je vois que vous avez aussi une étiquette organisatrice, donc vous avez aussi contribué à organiser cette journée de festivités dans le quartier. Oui, du conseil citoyen. Ah oui, vous êtes aussi du conseil citoyen, tout à fait. Et je suis à l'ADU, donc l'association des utilisateurs du centre social, Jolibois. On en parlera de ce centre social. On va peut-être déjà commencer par parler du conseil citoyen. Peut-être rappeler à nos auditeurs qui ne savent pas trop de quoi il s'agit. Quel est le rôle du conseil citoyen ? Alors le conseil citoyen, c'est une instance de participation citoyenne au niveau de quartier politique de la ville et constitué essentiellement d'habitants et puis d'acteurs locaux, associatifs ou économiques. Mais pour nous, on est essentiellement des habitants avec une ou deux associations, Rond-Point de l'Amitié qui fait partie aussi du conseil citoyen. Et on a aussi l'association Franco-Perse, commerçants, la clinique du tapis. Et puis les autres membres, ils ont tous double casquette en fait. Ils sont habitants en même temps, ils sont dans les associations comme Thérèse qui est à l'ADU, comme moi je suis au conseil développement durable du Grand Nancy. Comme d'autres, comme Marc aussi, qui est avec le collectif pour eux, pour faire des actions solidaires envers les sans-abri, des préparations de repas, enfin distribution de repas aux sans-abri, et puis les autres aussi ont d'autres casquettes en fait. Alors très concrètement, quel est votre rôle au sein du quartier ? Quelles sont vos missions, vos orientations ? Alors nos missions, essentiellement, dans les faits, on participe à l'animation du quartier en organisant toutes les fêtes, fête de la Saint-Nicolas et la fête de quartier, là comme aujourd'hui, la fête nationale en même temps en journée. Et entre-temps aussi, on organise d'autres activités, comme par exemple un forum pour l'emploi. C'est un événement en faveur de l'insertion professionnelle sur le quartier. Ça, c'est depuis 3 ans, ça c'est nouveau, mais qui marche très bien. Toujours avec tous les partenaires du quartier. Donc nous, on ne mène pas d'action solo. Toutes nos actions, c'est en partenariat avec tous les partenaires du quartier. On mobilise tout le monde. On porte ou on participe. Sur le volet des animations, cette année sur la métropole du Grand Nancy, on est dans l'année Métrofolie. Est-ce que dans ce cadre, vous avez pu vous emparer de l'événement ? Est-ce qu'il y a des animations autour de cet événement ? On s'est dit un petit peu les années folles. Bon, on l'a rentré un peu dans le thème de cette fête de quartier qui est Aussonville d'hier à aujourd'hui. Comme c'est le centenaire, on fête les 100 ans du quartier. Bon, les années folles, c'était pendant ces 100 ans-là, les années 30. Donc, le centre social Jolibois, ils ont préféré proposer des déguisements un peu de ces années-là aux enfants. Et puis, il y a l'exposition sur l'histoire du quartier qui aussi, architecturalement, prennent part de cette partie-là en fait, mais pas essentiellement le thème. Bon, on l'a un peu intégré, mais on n'est pas sur ce thème-là exclusivement. Je comprends. Et justement pour cette fête de quartier dans laquelle on est aujourd'hui, il fallait marquer le coup pour les 100 ans. Comment est-ce que vous avez préparé tout ça en amont et comment ça s'est organisé jusqu'à aujourd'hui ? En fait, les fêtes du centenaire, on les a inaugurées en 2023. Donc, se dit, le quartier s'est construit en 3 ans. Enfin, il paraît dans l'histoire, je ne la connais pas très bien, je ne vais pas me... sous le contrôle de Thérèse ou d'autres qui connaissent mieux l'histoire du quartier que moi.
Donc on s'est dit, on commence avant 2025, avant l'année du centenaire, on commence en 2023, on fête le centenaire sur 3 ans. Donc on l'a inauguré fin 2023, les fêtes du centenaire. Donc ça fait quand même 2 ans et demi qu'on prépare un peu ce centenaire avec des activités et des décorations au fait. On a décoré le quartier avec des fanions, il y en a qui se sont marrés. On a commencé en avril, on a placé des fanions du centenaire un peu partout dans le quartier. Vous en avez repéré peut-être quelques-uns, il y en a aussi sur la fête. On a commencé en avril, on s'est dit bon bah jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Saint-Nicolas, ils tiendront le temps qu'ils tiendront, mais ça serait bien de marquer le coup avec des décorations. Oui. Et on a aussi commencé l'exposition sur l'histoire du quartier, on l'a commencé aussi à l'automne 2024, c'est une exposition qui a bougé, qui a commencé au centre social de Libois, après début d'année 2025, jusqu'à juin, elle est restée à la Maison des Solidarités, à la MDS, Maison départementale des Solidarités, qui l'a accueillie. Et là aujourd'hui, elle a pris un format exclusivement photo, sans guide, sans explication, sur la fête de quartier pour laisser les gens flâner et puis regarder les légendes et les photos et deviner un peu et repérer des photos peut-être sur leur quartier, sur leur rue. Et puis après, peut-être qu'elle va atterrir au collège Niki de Saint-Phal. On est en négociation pour l'accueillir pour la rentrée, quoi, pour l'automne 2025. Donc ça, c'est pour nous l'action phare de ce centenaire. Après, il y a des activités de part et d'autre. On a de com, des pins du centenaire, par exemple, pour que les habitants gardent un souvenir de cette année du centenaire. Je pense que tout le monde en a. Je vous en donnerai tout à l'heure. Bah oui, vous partirez avec un souvenir. Et voilà, puis les autres partenaires marchent toujours avec nous. Je veux dire, nous suivent dans les actions parce qu'ils peuvent, quoi. Et cette fête, aujourd'hui, vous avez voulu en faire quoi? L'idée, c'était de rassembler les habitants, les associations et un peu de se remémorer l'histoire de leur quartier aussi ensemble. Ça, de toute façon, c'est tous les ans. Hein. Oui. On regroupe les habitants lors de la fête de quartier. Il y a un thème nouveau tous les ans. Cette année, c'est exceptionnel, c'est le centenaire, donc c'est le centenaire. Mais tous les ans, on a un thème différent, un thème nouveau, choisi et voté par les partenaires. Hein. Et on regroupe toujours les habitants avec un repas gratuit à midi et puis des animations de part et d'autre. Et puis tout, il y a la gratuité. L'esprit, c'est la solidarité en fait. L'échange, la solidarité, rencontrer aussi des habitants qu'on ne rencontre pas lors d'événements autres. Hein. Et je crois que vous avez également inauguré un parcours de santé tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est dans le cadre du budget participatif en fait. C'est normalement l'atelier de vie de quartier aussi qui a fortement contribué et qui sont impliqués dans ce budget participatif. Et tous les habitants d'ailleurs, c'est les habitants qui votent pour ces projets-là. Donc ça a été installé il y a 1 an déjà, c'était l'été dernier, l'été 2024. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'occasion, donc la ville de Nancy, les élus ont proposé de l'inaugurer au même temps que la fête. Donc à chaque fête, de toute façon, on greffe une inauguration sur le quartier et puis c'est l'occasion aussi que les élus, nos élus, le maire et tout viennent rencontrer aussi les habitants, qui est cette proximité-là, qui fait que voilà, ça se passe toujours très bien, on est content de les accueillir, ils sont contents de nous voir, puis ils nous soutiennent toujours. Donc, je fais pas la promotion, oui, mais c'est les faits, c'est la réalité. Donc je le dis, avec l'OMH qui sont toujours là, ils nous soutiennent. Encore un lien qui s'est renforcé ces 5 dernières années, on va dire. Et ça se passe très bien et on est content. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Là, c'est un quartier qui est plutôt familial ici. Oui, la fête de quartier, le public de la fête de quartier, justement, il est essentiellement de familles d'enfants, en fait. C'est en journée, et puis les activités, elles sont plus destinées à ce genre de public. Thérèse, vous êtes donc une habitante du quartier. Vous vivez ici depuis quand? Alors, je suis née en 1955. Et vous avez toujours vécu ici? Non, j'ai un petit peu voyagé à droite à gauche, puis je suis revenue. Est-ce que vous pouvez nous parler du quartier pour les gens qui ne connaissent pas trop? C'est quoi un peu l'esprit ici? Dites-nous. Alors, c'est l'esprit familial. Alors, si on peut dire à peu près ce qui s'est passé un tout petit peu avant que le quartier existe. Bah oui, racontez-nous. Parce que on va préciser, c'est vous qui avez participé à préparer l'exposition qui retrace l'histoire du quartier, donc ça aussi on pourra en parler. Mais allez-y, je vous laisse nous raconter. Donc en fait, ça commence en 1913.
Il y a la Société des architectes de l'Est qui, lors d'une exposition qui s'appelait Cité moderne, à la Chambre de commerce, il est présenté un projet au quartier de la Chiennerie. Alors la Chiennerie, ça vient du fait qu'il y avait le chenil, les chiens, des ducs de Lorraine, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on vous croit, hein, de toute façon. Alors, donc, il voulait une cité qui recevrait une bonne partie de cette population ouvrière que son travail quotidien n'appelle pas précisément au centre-ville. Bon, alors c'est vrai qu'au centre-ville, d'après ce que j'ai lu, c'était des taudis. Bon, alors, je ne veux pas avoir un esprit trop critique, mais je note quand même que si on ne rénove pas, automatiquement, ça devient des taudis. Donc, enfin, bref, passons. Et donc là, c'était tout nouveau, quoi, à l'époque. C'était, Oui, on était oui. mieux ici qu'en centre-ville, finalement, c'est ça? Bah, en 1913, je ne sais pas, mais bon, sûrement qu'ils étaient mieux. Ouais. Oui, ça, sûrement, il n'y a pas photo. Donc, au début des années 20, l'OPHBM, qui est les HLM actuels, achète 17 hectares de la ferme de la Chiennerie. Alors, il y a un débat entre architectes. Il y en a qui veulent construire des immeubles collectifs et d'autres qui veulent des petites maisons. Alors, les raisons, c'est pas moi qui le dis, j'ai trouvé ça sur Internet, mais ça a été confirmé sur un livre que le docteur Pertuis, enfin, monsieur Jean Pertuis, il est décédé, mais qui était Villers. Il a fait un livre. Bon. Mais ça rejoint. Donc, il disait « La maison familiale qui augmente la valeur morale des individus et le rendement des travailleurs et constitue en même temps l'obstacle le plus efficace contre le communisme. » On est en 1920. Oui. Je ne ferai pas de commentaires. Bon, des fois, je fais des commentaires, mais là... Donc, c'est cette solution qu'adopte l'OPHLM. Alors, la conception de l'ensemble est confiée aux architectes Léon Caillotte et Jean Bourgon. Ah oui, Jean Bourgon, oui, Voilà. On en parle beaucoup de lui dans l'année Métrofolie, effectivement. Alors, il y a une première tranche de construction qui a lieu de 1924 à 1926. Et une seconde, encouragée par le vote de la loi Loucheur, s'étend de 1929 à 1931. Alors, des fois, il y a des petites histoires avec les dates. Maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on part de la décision? Est-ce qu'on part de la première pierre? Est-ce qu'on parle... Ouais. On ne va pas chipoter. Bref, on ne va pas chipoter. Donc, en 1988, il y a eu 88 logements. Donc, le rond-point des familles, qui était là, la rue Joseph-Laurent, la rue de la Prévoyance, la rue Guéprat, la rue de Roubaix, la rue d'Épinal, un petit bout de la rue d'Épinal et le boulevard d'Aussonville. Donc, il y avait 9 styles. Alors, c'est vrai que je reconnais que jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop préoccupée du côté architectural, c'était pas trop mon truc. Et là, c'est en préparant l'exposition. Oui, alors là, j'ai trouvé quand même, si vous regardez les photos, il y a des toits, ils sont différents, enfin pas ça. Et en 1931, ils ont fait 104 logements, alors rue de la Paix, une autre partie de la rue d'Épinal, rue de Vittel, rue d'Amance et avenue de Brabois. Et en 1954, il y a 15 logements, alors il y en a une paire qui ont été démolis. Hein. Rue de Vittel, alors c'est pas du tout le même style. Alors, ce qu'il y a aussi, alors là, c'est le docteur Pertuis et un de mes frères qui travaillent dans le bâtiment qui me l'ont dit. Il faut quand même penser qu'on était après-guerre. Donc, il y avait un manque de ciment, etc. Il fallait reconstruire la France, etc. Donc, les maisons de la rue de Vittel, ils étaient peut-être pas très costauds. Alors, les pavillons en majorité sont des pavillons jumelés avec jardin. Il y a des F3, des F4, des F5. Donc, le confort de l'époque. Il y avait éclairage au gaz dans la salle commune. Il y a une grande salle. Et un point d'eau à la cuisine et à la cave pour les lessives et les WC. Et c'était le grand luxe. Voilà. Alors, pour accéder, l'accès à des familles du milieu populaire ayant au moins 4 enfants en dessous de 16 ans, jusqu'à l'époque, elle ne posait pas de problème. La moyenne des familles avait 4 à 8 enfants, quelques-unes 10. Moi, j'ai connu une famille, ils étaient au moins 18, et encore la dame, elle avait eu des fausses couches. Alors, en 1932, je vous dis tout, hein. En 1932, il y a eu une grave crise du chômage. Mais bon, les gens essayaient de vivre quand même dignement. Bon, bref. En 1933, à ma connaissance, c'est la première association sur le quartier. Ça s'appelait Amicale laïque du Placieux.
Alors, d'après ce que j'ai trouvé, parce que j'ai récupéré beaucoup d'archives de maman, Monsieur Guillemin, alors c'est formation musicale pour tenir les gosses du quartier tranquilles. Ce qui veut dire qu'en 1933 et en 2025, les gosses, c'est des gosses. Il y en a, ouais. S'ils sont livrés à eux-mêmes, voilà. Parce qu'on a toujours l'impression, quand vous écoutez les anciens, qu'eux, ils étaient parfaits. Oui, non, n'exagérons point. Alors, il organisait la projection de films. Alors, en 1933, je ne sais pas si c'était muet ou si c'était parlant. Je ne connais trop rien au cinéma. Alors, il y a quand même eu des actions des locataires. Une des premières actions des locataires a été de faire poser à leurs frais l'électricité dans toutes les pièces. Et une autre, de faire une pétition à l'office HBM pour pouvoir construire une petite baraque dans leur jardin afin de pouvoir garer leurs vélos, les outils de jardinage et un abri pour sécher le linge. Ça, je m'en souviens. Ouais. Ça, je m'en souviens. Il y avait des gens aussi qui élevaient des poules, des lapins, des oies, enfin des petites bestioles dans le genre. Vous étiez dans quel genre de logement? J'habitais 8 rue de la Paix, donc c'était une maison. Il y avait 3 chambres en haut. Il y avait la grande salle, il y avait un meuble qui séparait avec la cuisine. Et il y avait une autre petite pièce. Alors, pour la petite histoire, ma grand-mère est arrivée ici en 1932. Avec ses enfants, maman, automatiquement, elle devait avoir 13 ans, maman, à peu près. Elle est née en 1919. Et ça devait être un salon pour elle, je ne sais pas trop. Parce que ce qu'il y a, c'est quand maman a dû être enceinte du 3e, je suis la dernière, hein, d'accord. 6. Donc, quand elle était enceinte du 3e, je crois, ma grand-mère a pris l'appartement de mes parents qui était rue Vauban, juste avant la caserne, enfin à l'époque, caserne. Et mes parents sont venus donc ici. Donc autant dire que maman a toujours quasiment habité ici. Ok. Et la petite pièce, c'est que mon père, comme il avait des poules, il mettait en hiver les petits poussins. Ah, ma grand-mère, ça ne lui plaisait pas du tout. Mais bon, ça c'est la petite histoire. Et quel souvenir vous gardez justement en tant qu'enfant dans le quartier? Est-ce que vous jouiez avec les autres enfants les autres enfants du quartier? Enfin voilà, racontez-nous un petit peu les souvenirs. Alors, oui, j'avais mes voisins. Ouais. Parce que chez nous, on était 6. Ma voisine, elle a eu un 6e assez tardivement, mais autrement, ils étaient 5. Mon autre voisin, il devait être 3-4, je crois, je ne sais plus. Et donc, on se retrouvait à l'école de toute façon. Donc, non, l'ambiance, elle était bonne. Enfin, ouais, moi, vous en gardez. Étant gosse, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. De toute façon, vous avez des bons souvenirs dans le quartier, vu que vous y habitez toujours. Bah oui, c'est que vous vous y plaisez non, bien. J'ai pas envie de changer. Non. Bah oui. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? Racontez-nous. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fin de compte, par rapport au Haut-du-Lièvre, par exemple, j'ai rien contre le Haut-du-Lièvre, mais si vous habitez j'ai habité à un moment donné à la Tour Franche-Comté. J'étais au 17e. Vous regardez en bas, vous voyez personne. Oui, donc, vous êtes au 17e, effectivement. Tandis que là, le plus haut, je crois que c'est celui qui est rue de la Paix, rue d'Épinal. Donc vous aimez bien ce côté petits immeubles, du coup, c'est ça qui vous plaît aussi? Oui, voilà, ici, c'est ça qui me plaît aussi. Puis bon, je connais les gens. C'est famille. Voilà, il y a un esprit de solidarité entre voisins. Voilà, parce que même si des fois il peut y avoir des conflits, s'il y a quelque chose de grave, les gens ils oublient. Voilà. On passe à autre chose, on règle. Oui, voilà. Bon, on n'aura pas le temps de faire l'historique en intégrale du quartier parce qu'on a encore d'autres intervenants à accueillir. Mais quand même, du coup, le début de l'historique très intéressant. Donc, on précise, c'est vous qui avez participé à l'exposition qui retrace l'histoire du quartier et qu'on va pouvoir continuer aussi à découvrir, qu'on peut découvrir en images aujourd'hui. Et qu'on va aussi pouvoir continuer à découvrir par la suite. Ce que je voudrais quand même bien dire, c'est que après-guerre, il y a eu beaucoup d'associations qui ont été créées et les gens du quartier se prenaient en charge. Parce que Germain, pas avoir l'esprit critique, mais l'histoire ouvrière, on connaît un petit peu le charbon et la sidérurgie, mais alors le milieu populaire, il est quasiment invisible, alors qu'il a une histoire. Bien sûr. Et est-ce que, justement, puisqu'on parle des associations, vous pouvez nous dire un mot sur l'association dont vous êtes membre, dont vous nous parliez tout à l'heure? De l'ADU? Oui.
Alors, pour l'ADU, donc on est plusieurs. Hein. Donc là, moi, je suis trésorière. Alors, quand je dis je suis trésorière, il y a quand même Karen qui me prépare bien tout. Donc, j'ai pas vraiment de problème là-dessus. Et qu'est-ce que vous faites avec l'association? C'est quoi les missions de l'association? Alors l'association, il y a la cuisine senior, la cuisine des familles, la cuisine des enfants ou les enfants avec la famille. Depuis peu, il y a aussi l'espace des enfants, parce qu'avant c'était une association un peu à part, mais bon, maintenant ça a été, c'est avec le centre social. Il y a les animateurs. Alors, il y a des animateurs qui sont permanents et puis il y a des animateurs qui sont sous contrat. Donc, suivant les capacités du centre social, de l'ADU, mais du centre social quand même. Donc, il y a l'informatique, il y a le théâtre, il y a la musique. Les orientations sont très oui. variées. Oui, c'est très varié. Ouais. Puis maintenant, ils ont l'argent de poche. Oui. Donc, ils essayent d'entraîner les jeunes ados qui, des fois, sont un peu déscolarisés ou essayer. Mais bon, c'est pas toujours évident, mais c'est des ados. Oui. Merci beaucoup, Thérèse, d'être venue pour nous parler du quartier, de votre histoire avec ce quartier. C'est très passionnant. Donc, on invite tous les auditeurs à venir découvrir l'exposition sur laquelle vous avez travaillé à l'occasion des 100 ans du quartier. À très bientôt, merci. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Le Forum des bailleurs, ça continue sur RCN, le Forum des bailleurs en partenariat avec OMH aujourd'hui. Et pour cette émission, nous avons posé nos studios au cœur du quartier d'Aussonville, ce quartier qui fête ses 100 ans. Mes prochains invités, ce sont Frédéric Maguin et Dalila Kalfi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs, nous dire qui vous êtes. Bonjour à tous. Je suis Dalila Kalfi. Je représente l'association du Rond-Point de l'Amitié. Je représente aussi Madame Didier Laurent, Jocelyne, qui est présidente. Voilà, notre association existe depuis 21 ans. Voilà, nous accueillons les familles tous les jeudis après-midi autour d'un café et d'un goûter. Ça se passe où? Ça sur se passe, le rond-point du coup? Oui, sur le rond-point. Littéralement sur le rond-point? Oui. Alors, juste là-bas. Et les volets sont fermés. D'accord, ok. Et vous faites en intérieur, en extérieur quand il fait beau? Comment vous... Toujours à l'intérieur. Toujours à l'intérieur, ouais. Ok. Dites-nous en plus alors sur ce que vous proposez tout au long de l'année, sur vos activités. Nous participons à toutes les manifestations du quartier, dont le 14 juillet et la fête de Saint-Nicolas. D'autre part, nous organisons une fête de fin d'année pour nos adhérents avec spectacle, distribution de jouets et de friandises. Voilà. Ok. Vous êtes combien de membres dans l'association? Je vous pose une question piège là peut-être. Dans la structure ou adhérents? Non, dans la structure. D'adhérents. Qu'est-ce que vous en avez? Vous êtes on est peut-être une soixantaine quand d'adhérents. même. Ouais. Ok. Et puis d'accord. dans la structure, on est peut-être une dizaine. D'accord. Ok. Voilà. Et donc là, du coup, vous êtes présent sur cette fête du quartier. Vous êtes là aussi pour célébrer les 100 ans. Vous êtes une habitante de longue date du quartier? Seulement 18 ans, mais bon, ça fait seulement 18 ans. C'est déjà pas mal quand même. Oui. Voilà. C'est ok. Vous êtes venu vivre comment ici? Ça a été quoi, une opportunité? Dites-moi. Un déménagement parce que ça allait plus où j'habitais. D'accord. Ouais. Et alors, vous avez trouvé un quartier accueillant qui vous a séduite? Au début, maintenant, pas plus que ça. Et maintenant, tout le monde me connaît. Ouais. Vous êtes connu comme le loup blanc, c'est ça? Avec la patte blanche. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce quartier? Vous dites tout le monde me connaît, et j'ai l'impression qu'il y a un côté, tout le monde est voisin, tout le monde, tout le monde partage. Il y a beaucoup de jeunes aussi, oui, certes. Bon, après, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose ici, à part là, le 11 juillet, le 14 juillet. On fait aussi parce que je fais partie aussi de l'atelier vie de quartier. Oui. Voilà, au Sauville, Blandan, Donop. D'accord. Et on fait aussi une fête, la fête de Sauville, le 16 août. Cette année, tous les ans, c'est la même chose, quoi.
Voilà, moi je suis venue parler plus pour le rond-point de l'amitié, parce que je représente le rond-point de l'amitié. Bien sûr. Le rond-point de l'amitié, vous recherchez des bénévoles, de nouveaux membres, vous souhaitez agrandir la famille? Ouais. C'est ouvert à tous. D'accord. Petit, grand, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde. Frédéric Maguin, 100 ans, c'est un très bel anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'identité de ce quartier? Ah ben, d'abord, je pense que vous en êtes peut-être aperçu, c'est un quartier rebelle. Ah, voilà. Rebelle, alors dans quel sens? Rebelle, parce que, évidemment, c'est un peu l'esprit, vous voyez, c'est les trois maisons, la commune libre des trois maisons. C'est ça, Voilà, oui. ils sont fiers, donc, à la fois d'être à Nancy. C'est ça. Et en même temps, c'est il y a une entité à part, une quand même. autonomie, Ouais, une grande autonomie. C'est vrai. Et puis, chaque quartier, hein, moi, je suis adjoint au maire, je m'occupe de 12 quartiers. Chacun des 12 quartiers dans le territoire sud a sa personnalité. Et ici, on est dans un quartier populaire et où le mot solidarité a du sens. Ça se sent, ouais. On sent vraiment l'esprit de famille. Enfin, en tout cas, là, sur cette fête de quartier. De famille, ouais. Et puis aussi de village. Vous savez, dans les villages, oui. Tout le monde sait tout sur tout. C'est vrai. Bon, c'est pas vrai dans tous les quartiers de Nancy. Mais ici, c'est le côté positif. Hein. C'est-à-dire que si les gamins sont dehors, on s'occupe des gamins, même si c'est pas les nôtres. Et au niveau de la ville de Nancy, justement, que fait la municipalité pour aider à faire vivre et à se faire développer ou se transformer ce quartier? C'est un peu comme dans tous les quartiers. Nous, on aide les associations qui sont les véritables animateurs, qui sont ici assez nombreux. Hein. Bon, il y a certains quartiers où il y a beaucoup moins d'associations. Alors, ils aimeraient être plus, bien entendu. Et puis tout au long de l'année, on essaye de faire en sorte d'égrener des choses. Alors ici, dans le quartier, on a quand même la chance d'avoir une mairie de quartier. Ça, c'est quand même, tous les quartiers n'en ont pas. Oui, vous pouvez expliquer c'est quoi exactement le rôle d'une mairie de quartier finalement? C'est comme une mairie décentralisée. C'est ça, oui. Au plus près donc de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Ici, en plus, la mairie de quartier, il ne faut pas trop le dire trop fort parce que les autres seraient jaloux. Attention, il y a des millions d'auditeurs qui nous écoutent. Hein. Je ne devrais pas dire ce que je m'apprête à dire alors, mais on vient d'ouvrir donc une poste communale. Ah ouais, et ça c'est extraordinaire. Et donc cette poste communale donc, est adossée à la mairie de quartier. Donc il y a ça, il y a un centre social, le centre social Jolibois, et puis il y a une MDS, une maison des solidarités, c'est-à-dire ça c'est le département. Et donc un quartier comme ça, où il y a des représentants de la ville, d'un centre social et puis d'une MDS, ça court pas les rues. C'est vrai, et puis il y a la notion de proximité qui est super importante. C'est aussi quelque chose que le maire de Nancy cherche, qui répète souvent cette idée de proximité avec les habitants. Ah oui, c'est extrêmement important effectivement que tous les habitants, quel que soit le quartier où ils habitent, se sentent écoutés, se sentent observés, se sentent soutenus. Et c'est le rôle d'une municipalité. Hein. Est-ce que c'est un quartier qui gagne ou qui perd en habitants? On est plutôt sur quelle tendance aujourd'hui? Alors, je dirais globalement, vous savez très bien que la Lorraine, c'est en grande stabilité. Il y a une grande stabilité aussi donc, à Nancy. Ici, l'OMH donc, est très présente et elle investit donc, beaucoup d'argent. Il y a des maisons, vous savez, les fameuses maisons fissurées. Donc, il y a certaines maisons qui vont être détruites, d'autres qui vont être construites. Il y a des lotissements nouveaux qui sortent de terre. Donc, il y a une volonté, un investissement qui est fait. Alors, c'est par l'office, hein, l'OMH. Et puis, je dirais... Je pense que c'est plutôt stabilité. Alors après aussi, et on s'en rend compte peut-être en toile de fond, il y a plein de gamins. Là. Alors là, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et on le disait là, on a inauguré tout à l'heure un parcours de santé qui a été financé dans le cadre du budget participatif. Est-ce que ça, vous pouvez réexpliquer en quoi ça consiste le budget participatif? Ah oui, alors, le budget participatif, ça c'est la même chose dans tout le pays et peut-être même dans le monde entier, là où il y en a. C'est-à-dire que la ville met une somme d'argent à disposition donc des idées des citoyens. Les citoyennes proposent des idées, des projets. Okay. Ensuite, il les présente à la population. Ensuite, il y a une élection.
un vote, il classe des projets et les premiers projets qui ont été choisis par la population pour nous, à Nancy, c'est 1 million d'euros qui est mis à la disposition donc, de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et puis les projets qui rentrent dans cette enveloppe eh bien, sont réalisés. Donc ici, il y a quand même eu pas mal de projets. Il y a eu les fresques qui ornent les beaux bâtiments de la place de la 9e DIC. On a le parcours de santé, on a aussi le projet de végétalisation, parce que ce quartier, au tout début, il y a 100 ans, avait un surnom. On l'appelait donc la Cité des Fleurs. Ah oui. C'est la raison pour laquelle tous les noms des rues s'appellent rue des Jonquilles, rue des Roses, etc. etc. Okay. En fait, pour la petite histoire, la cité, donc, la Cité des Fleurs, au Sonville, là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un peu la cité de Saurupt. Alors ouais. Saurupt, c'était pour la haute bourgeoisie. Et puis ici, la Cité des Fleurs, c'est aussi pour le peuple. Le peuple a aussi droit à ses petites maisons, à ses quartiers verdoyants. Et on essaye de lui redonner cette verdoyance. Et justement, pour vous, quels sont les atouts de ce quartier? Pourquoi est-ce qu'il fait bon venir vivre dans le quartier d'Aussonville? Franchement, j'en reviendrai à ce que je disais au tout début. Un mot, un seul mot, la solidarité. Et pour l'illustrer, je vais vous dire quelque chose. C'est un secret. Pendant le Covid, c'est-à-dire il y a quelques années maintenant, une éternité pour certains, eh bien il y a une quinzaine de couturières du quartier qui ont confectionné des milliers de masques. Et ces masques ont été distribués en quelques semaines à l'ensemble de leurs voisins. Ça c'est une belle, c'est une belle solidarité. Voilà. Ça, c'est du concret. Ouais. C'est du concret. De vos échanges avec les habitants, qu'est-ce qui leur manque dans le quartier pour améliorer encore plus leur cadre de vie, leur quotidien? Qu'est-ce qu'il faudrait apporter je dirais, en tout cas, ce qu'ils nous demandent, c'est un peu plus de calme. Oui. Faut le dire. Oui. Parfois, il y a des jeunes qui font un peu... Un petit peu de rodéo urbain. Voilà. Ouais, hein. Donc, un peu de calme. Évidemment, il faut que jeunesse se passe d'accord. Oui. OK. Mais quand il fait chaud et puis qu'on veut ouvrir les fenêtres et puis qu'on a du brouhaha, du bruit, etc. et que ça dure, voilà, donc ça, c'est clair. Ouais. Ensuite, ils nous l'ont demandé, hein, ils aimeraient donc plus de fleurs, justement, que le cadre soit donc plus agréable et encore un tout petit peu plus d'animation tout au long de l'année. Il y en a déjà de plus en plus. Mais les associations, ce sont des bénévoles, hein, c'est pas évident. Donc moi, j'appelle les habitants du quartier de venir, de renforcer les équipes de ces associations. Hein. Vous en avez eu tout à l'heure pas mal. Il y en a quand même quelques-unes. Le Conseil citoyen, le rond-point de l'amitié, la Vécu. Voilà, venez renforcer, venez apporter de votre sang neuf, votre énergie. Eh ben, merci beaucoup Frédéric Maguin. Le Forum des bailleurs, ça continue dans un instant. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. La suite du Forum des bailleurs sur RCN, Forum des bailleurs avec l'OMH, et c'est le dernier de la saison. Après, on se retrouvera à partir du mois de septembre, et pour cette dernière de la saison, nous avons posé nos studios au cœur du quartier d'Aussonville, un beau quartier qui fête ses 100 ans cette année. Mon invité suivant, c'est Cyril Gomez. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, écoutez, je vais vous laisser vous présenter, nous expliquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. D'accord. Donc je suis éducateur en prévention spécialisée et je travaille pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et ma mission, grossièrement, c'est d'être à la disposition des jeunes du quartier pour qu'ils puissent repérer notre local, pour qu'ils puissent venir nous voir dans toutes circonstances, en fait, d'avoir des éducateurs à proximité. Donc vous, en fait, vous êtes basé à la Maison des Solidarités, c'est ça? Non, on n'est pas basé à la Maison des Solidarités, on a un local... vous avez un local spécifique qui n'a rien à voir avec la Maison... Parce que la Maison des Solidarités qui est aussi une antenne du conseil départemental. C'est ça, c'est nos collègues. Ouais. Voilà, mais vous n'êtes pas au même endroit. Non. Ok, alors vous êtes où du coup? Notre local, il est situé place de la 9e DIC, en face du Lidl, là où on se trouve. D'accord. Juste à côté. Ouais, ok. Et voilà, on a un local d'accueil où les jeunes peuvent passer de manière informelle ou sur rendez-vous. Voilà, donc on travaille avec les jeunes de 12 à 25 ans
D'accord. Et par extension également les familles. Sachant qu'on ne ferme pas la porte aux jeunes qui ont plus de 25 ans. Vous êtes combien de personnes du coup à travailler là dans ce local? Alors on est 2 éducateurs D'accord. et on a aussi une apprentie éducatrice. Alors les jeunes, quand ils viennent vous voir, ils viennent chercher quoi exactement? Enfin peut-être qu'ils savent pas trop ce qu'ils cherchent, mais en tout cas ils viennent vous voir pourquoi? Pour des choses très très différentes. Déjà la tranche d'âge joue beaucoup sur les besoins que peuvent avoir les jeunes. Ça peut aussi bien aller de jeunes qui veulent un peu s'occuper tout simplement. Donc venir au local juste passer du temps, mais ça peut être également pour qu'on organise des activités avec eux. D'accord. Voilà, de manière simple. Après ça peut être pour des besoins plus spécifiques, par exemple liés à la scolarité. Des difficultés par exemple à suivre à l'école, ce genre de choses, ou à s'orienter? Ouais, plus à s'orienter. Ouais. En tout cas, on travaille beaucoup avec le collège de secteur, le collège Niki de Saint-Phal, où on essaye justement de cibler les gamins qui sont en réelle difficulté, en réel besoin par rapport à leur scolarité. Après, ça peut être un besoin vis-à-vis de leur famille, ça peut être un besoin de mobilité, ça peut être un besoin de formation. Pour les plus grands, après, on est quand même assez repéré pour tout ce qui peut être formation, reprise d'un emploi, ce genre de choses, où nous on va agir principalement en termes d'orientation. Voilà. D'accord. Vous êtes un peu un repère, un peu un phare dans le quartier pour ces jeunes qui sont parfois un peu perdus. Ouais. Et vous disiez, les jeunes viennent pour s'occuper. Alors, ok, une fois que c'est dit, vers quoi vous pouvez les orienter après? Parce que s'occuper sur le moment, c'est une chose, mais voilà, justement, pour des jeunes qui sont un peu en perte de repère, comme ça, vous dites, vous proposez des activités, par exemple, ça peut être de quelle nature? Et on va prendre l'exemple de la fête de quartier, par exemple. Si on prend l'exemple de la fête de quartier, on va proposer à un groupe de jeunes de venir nous donner un coup de main. Nous ici sur la fête de quartier, ça fait 10 ans qu'on vient pour aider à installer, aider à ranger, aider pour tout ce qui est tout ce que le conseil citoyen peut avoir besoin. En gros, nous on est là, on peut leur donner un coup de main. Ça c'est de manière annuelle, c'est un peu ce qu'on fait tous les ans. D'accord. Et après, on va proposer aussi une activité un peu phare pendant la fête de quartier. Là, par exemple, on est avec un groupe de jeunes, ils prennent des photos. Vu qu'il y a plein de déguisements, vous savez, pour les 100 ans, il y a des déguisements anciens, rétro, tout ça. Et on a des jeunes qui ont des appareils photo avec une petite imprimante et ils prennent les gens en photo, ils leur impriment, ils leur donnent. Donc on essaye d'aller vers des projets un peu d'utilité publique ou collective, je sais pas trop comment dire. Mais des choses qui ont du sens pour les jeunes, pour leur montrer que voilà, ils ont rendu un service au quartier en nous donnant un coup de main. Et pour finir, en contrepartie, après, on va leur proposer une sortie pour souligner leur investissement, etc. D'accord. Ça peut être quoi comme sortie, par exemple? Et là, avec ce groupe qui s'est quand même beaucoup investi depuis quelques semaines, on part en séjour pendant une semaine. Ah, où ça? Alors, on part sur l'île de Sainte-Marguerite. Okay. C'est dans le sud, pas loin de Cannes. Ah ouais. Ah oui, ça vaut le coup de... Ouais. C'est une île écolo, qui ont l'habitude d'accueillir des groupes avec des super activités, tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de l'importance du rôle de personnes comme vous, finalement, vraiment d'être à proximité dans les quartiers auprès de ces jeunes. J'imagine que ça fait toute la différence avec certains jeunes. Oui, carrément. En tout cas, c'est des super médias pour nous, pour les rencontrer et pour qu'après ils puissent se dire oui, voilà, je peux avoir confiance en lui. On a quand même un cadre de travail assez particulier. On est une structure anonyme, c'est de la libre adhésion. Donc tout repose là-dessus finalement dans nos missions, sur le fait que les jeunes nous fassent confiance et que quand il y a un besoin, ils viennent nous voir. Et on n'est pas les seuls. Il y a en politique jeunesse, il y a le centre social qui, eux, ont une plus grosse force de frappe, entre guillemets. C'est vraiment une grosse structure. Et disons que eux, vous disiez par rapport à leur proposer des choses à faire, des activités, tout ça, une de nos missions aussi, ça peut être de ramener les gamins vers le droit commun et donc qu'ils aillent s'inscrire au centre social où là, il y a des activités quotidiennes, etc. Là où nous, ça va être que du projet ponctuel sur notre quotidien, quoi. Et vous disiez, ça fait 10 ans que vous travaillez sur le quartier. Vous, au-delà de votre casquette d'éducateur, mais vraiment à titre personnel, quelle ambiance vous ressentez ici? Est-ce que c'est une ambiance de quartier que vous appréciez? Ah ouais, c'est un quartier que j'aime beaucoup, que j'ai pas envie de quitter, tout simplement parce que c'est un quartier assez familial. C'est un quartier qui a une bonne échelle, je trouve, pour rencontrer les gens.
Tout le monde se connaît un peu en fait C'est à beaucoup ce qui Haussonville, revient, à la hein, Chonnerie, finalement, voilà. ouais, Donc et toute génération confondue. Donc déjà humainement c'est super de revoir par exemple une fête comme aujourd'hui. Je revois des jeunes que j'ai connus il y a 10 ans, qui maintenant sont parents, qui viennent nous dire comment ça va, tout ça. Enfin, voilà, c'est ultra agréable. Et à titre professionnel, c'est ultra facilitant pour nous de voir que les jeunes peuvent aussi parler aux autres jeunes que on existe, etc. Il y a une espèce de cercle vertueux comme ça qui se passe. Eh ben, merci beaucoup Cyril Gomez d'être passé par nos studios. À bientôt. Je vous remercie. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Le Forum des bailleurs, pour cette émission, nous sommes avec notre partenaire l'OMH et nous sommes installés au cœur du quartier d'Haussonville, vous l'avez compris, qui fête ses 100 ans cette année. Et parmi les personnes présentes à ces festivités, eh bien, il y a Christophe Mahler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur sportif à l'Olympique Haussonville, club de foot du quartier donc, mais de ce que j'ai compris, moi j'y connais rien en foot, mais on n'est pas sur un petit club, on est quand même déjà sur un bon club, non ? Disons que ça va faire 10 ans que je suis installé maintenant à l'Olympique Haussonville. On a commencé, donc on avait à peu près 90 licenciés, maintenant on en a 280. C'est énorme pour un club de quartier. Pour un club de quartier comme celui-là, parce qu'il n'est pas non plus trop grand. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes issus du quartier là, de l'extérieur aussi. Plus des féminines qui sont rajoutées aussi. C'est ce que j'allais vous demander, s'il y avait les filles qui venaient aussi un peu oui, s'emparer. On en a eu à une bonne époque, parce qu'on a eu le label féminin, je crois que c'était en 2018. D'accord. C'est quoi le label féminin ? C'est quand vous avez une école féminine, et puis vous êtes récompensé par le district, parce que vos actions sont cohérentes avec ce qu'ils demandent. Ok. Voilà, donc on l'a eu pendant 3 ans. Après, c'est dur de le renouveler, parce que après les filles, ça vient, ça part. Voilà, j'allais dire, il faut assez de filles. C'est assez compliqué et on le ressent un peu encore aujourd'hui. Ok. Donc vous êtes éducateur sportif. Racontez-nous en quoi consiste votre travail. Alors moi, je suis mis à disposition par la ville de Nancy. Donc il m'a demandé en 2015 de donner un coup de main à Christelle. Donc j'étais disponible et donc j'ai accepté pour pérenniser le club. C'est ce qu'on a fait avec beaucoup de sueur avec Christelle. Et puis en fait on accueille les jeunes, on leur propose du football, on fait aussi des actions éducatives en lien avec ce que nous propose aussi le district. On fait des sorties, on travaille avec la prévention, l'équipe de prévention de Cyril est à côté, on travaille aussi avec l'OMH qui est partenaire aussi du club. Donc voilà, on est assez vivant sur le secteur. Quand vous parlez d'action éducative, ça peut être quel type d'action ? Alors ça peut être des actions ludiques, ça peut être savoir faire ses lacets pour les petits, ça peut être l'ensachage des bonbons de Noël pour le quartier, ça peut être des actions préventives sur les réseaux sociaux, sur la cigarette, sur plein de choses avec les jeunes en fonction des catégories et des âges. Ouais. Donc on s'adapte. Et au-delà d'apprendre à jouer au foot, j'imagine qu'il y a aussi toute une transmission de valeurs autour des valeurs du sport qu'on peut aussi réappliquer dans le quotidien. Déjà voilà, c'est ce qu'on demande aux gamins, c'est le respect déjà de l'institution qui est le club, le respect des entraîneurs qui encadrent, qui prennent du temps bénévolement pour eux, et surtout le respect de l'adversaire, qu'on gagne ou qu'on perde. Il faut savoir respecter l'adversaire, on serre la main, on ne fait pas la tête, et voilà. C'est que du plaisir le football. C'est des valeurs et des gestes que les jeunes arrivent à réappliquer au quotidien. Vous arrivez à voir les bénéfices. Alors déjà on le voit parce qu'ils disent bonjour déjà quand ils arrivent. Et s'ils disent pas bonjour, je vais les chercher jusqu'à quand ils disent bonjour. Donc forcément ça rentre dans leur tête. Mais non, on a des bons gamins. On n'a pas eu d'accès de violence depuis un moment. Donc, je pense qu'on fait du bon travail. On a des bons éducateurs qui se forment. Donc c'est important justement pour encadrer ces jeunes-là. Parce que vous êtes combien d'encadrants là On a une vingtaine de dirigeants, de bénévoles, donc on est pas mal. Donc là vous êtes présent pour cette journée de festivité. Comment est-ce que vous avez préparé l'organisation de cette fête ? Comme toutes les autres associations, en amont, on s'est tous retrouvés sur 3 réunions. Et puis chacun
porte son projet. Nous, c'était de faire une expo sur le football depuis 100 ans. Et puis un petit peu du tennis ballon derrière, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. D'accord. Et puis voilà, puis on offre des casquettes aux gamins de l'Olympique Auxonville. Vous pouvez dire un mot sur l'exposition que vous avez préparée? C'est le centenaire, donc j'avais 2 stagiaires qui étaient avec moi cette année, qui ont fait ça. Donc c'est exposé juste là, derrière. Donc c'est des années 1920 à aujourd'hui. Donc si quelqu'un veut le lire, voilà. C'est toute l'épopée du football et l'évolution du football jusqu'à maintenant. Et donc vous jouez à quel niveau aujourd'hui? Vous participez à quel genre de rencontres? Alors nous, on est beaucoup axé sur le district. Nos jeunes sont au meilleur niveau district. Il y a une équipe qui vient de monter en U16 interdistrict. C'est la première fois depuis qu'on a repris le club avec Christelle. Donc on travaille bien, parce qu'on part vraiment de loin. Et puis en senior, on est en D3 avec l'objectif de faire un bon championnat l'année prochaine et de viser un petit peu le haut de tableau. D'accord. Du coup, de ce que je comprends, c'est assez exceptionnel d'avoir un club de quartier comme ça, avec autant d'engouement autour. Disons qu'avec le centre social, je crois qu'on est une des plus grosses associations du quartier, donc avec qui on travaille aussi. Donc forcément, oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de bénévoles, voilà, qui font le job avec nous, pour justement pérenniser un peu le club. On entend justement souvent les associations qui sont confrontées au problème de trouver des bénévoles. Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de petits fracas? Oui. Alors oui, parce qu'on n'a pas trop de moyens financiers pour pouvoir les dédommager comme on voudrait avec Christelle. Donc on trouve des solutions, on fait ce qu'on peut pour eux. Mais c'est vrai que on prend des stagiaires qui viennent des écoles. On prend des bénévoles qui aiment le club depuis longtemps et puis qui acceptent sans condition. Et on leur fait passer leur diplôme justement pour qu'ils progressent. Comment vous avez envie de continuer à développer le club à court et plus long terme? Est-ce que vous avez des projets, des envies? Les projets, c'est toujours que les gamins progressent. Donc on les a depuis U7. Donc après, quand on les voit arriver en senior, on se dit qu'on a bien travaillé. Non, le but c'est qu'on se maintienne au meilleur niveau districal, parce que le fait d'aller en ligue, c'est une contrainte. Beaucoup de parents n'ont pas de moyens de locomotion, donc c'est compliqué les week-ends si on doit faire 100 bornes pour partir. Donc non, je pense que le niveau districtil c'est bien, si on peut monter encore un peu plus. Je pense qu'au niveau ligue, dans le futur, ça sera sûrement avec l'équipe senior, dans quelques années. Et si on veut venir vous voir jouer justement, est-ce que vous avez des dates à nous annoncer où on peut vous retrouver? Au complexe des Aiguillettes. Donc on reprend les seniors le 21 juillet. Donc voilà. Et puis après, les autres catégories vont reprendre au mois d'août, puis le 25 août où tout le monde aura repris des petits. Voilà. Merci beaucoup Christophe Mahler. Sans compter aussi qu'on a une école féminine. Donc je lance un appel. Oui, alors je lance un appel parce que malheureusement cette année on voulait dans les objectifs faire une équipe à 11, mais ça a été compliqué, on n'a pas assez de filles qui ont répondu présentes, donc on pourra repartir qu'à 8 et malheureusement je suis obligé de laisser partir des féminines pour leur évolution dans des clubs où ils jouent à 11 et voilà. Et le message est passé, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Très bientôt. Merci. Pour être plus proche de vous, RCN se délocalise. RCN se délocalise. Dernière partie de notre émission, le Forum des bailleurs. Forum des bailleurs aujourd'hui avec notre partenaire l'OMH. Et j'ai une représentante de l'OMH à mes côtés, Sonia Adler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des relations clients pour l'OMH, donc sur le territoire d'Auxonville. Donc on le dit depuis le début de cette émission, un quartier qui fête déjà ses 100 ans, c'est un bel anniversaire. Oui, tout à fait. Et donc l'OMH qui est là dès le début en fait de ce quartier, parce que donc selon nos informations, c'est dans ce quartier que l'OMH a conçu pour la première fois des logements sur le territoire du Grand Nancy. Oui, c'est ça. Et puis on est monobailleur ici. Après, soit c'est l'OMH, soit c'est du privé, soit des propriétaires. Mais... alors c'est un quartier au niveau
de l'architecture qui se caractérise de quelle manière? Donc en fait, on a à peu près 800 logements collectifs et une centaine de pavillons. Les pavillons qui au fur et à mesure des années en fait sont mis en vente. Donc c'est pour ça qu'il y a une mixité maintenant qui s'est créée par rapport à avant, où il y a aussi bien du propriétaire que du locataire. Et ça, c'est une richesse qu'il y ait cette mixité qui se mette en place. Oui, tout à fait. Oui. Puis ça permet aussi à des familles qui étaient locataires d'acheter leur pavillon. Puis ils deviennent propriétaires et c'est une fierté pour eux aussi. Donc, oui, on le disait, donc c'est un quartier très très famille, où il y a, depuis tout à l'heure on dit il y a beaucoup d'enfants, mais c'est un quartier vraiment très familial. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup d'assauts, mais pour le coup elles sont très actives et elles travaillent très bien ensemble. Ça représente combien d'habitants du coup dans les logements de l'OMH? Vous avez un chiffre? Non, j'ai pas de chiffre. Ça fait 900 logements. Il faut se dire que c'est des familles, donc j'ai pas de chiffre précis, mais ça représente déjà un bon nombre de la population nancéenne quand même. Ouais. Et donc on le disait en préparant cette interview que les familles se plaisent ici parce que c'est beaucoup des familles qui n'ont jamais bougé du quartier en fait. C'est ça. Il y a souvent la grand-mère qui est là, la maman, les enfants, les petits-enfants, ils vivent tous là. Il y a la maman. On nous raconte l'histoire où ma maman elle est née dans cette maison, elle y habite depuis qu'elle est née. Et puis vraiment quand on parle avec eux, ils veulent pas quitter le quartier et leurs enfants viennent nous voir parce qu'ils veulent un logement sur le quartier. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens apprécient justement vivre dans ce quartier? Déjà, je trouve que quand on s'y promène, c'est un joli quartier. Il y a quand même pas mal de verdure, pas mal d'arbres. Il y a une mixité effectivement de logements individuels, de petits logements collectifs. On n'a pas de tours ici, c'est des petits immeubles, donc ça fait pas non plus quartier avec des grandes tours. Et puis ce côté, effectivement, comme il le disait tout à l'heure, les associations, c'est la solidarité et le côté familial qui se ressent vraiment, vraiment tous les jours, et que ce soit entre nous les assos, avec les locataires, il y a vraiment une fois qu'on apprend à connaître les gens, j'avoue que même moi j'aimerais pas qu'on me dise tu changes de territoire, quoi. Vraiment ça fait comme une petite famille. C'est aussi un quartier où on a du commerce, du service de proximité, ou ça c'est quelque chose qui manque dans le secteur? Non, il y a pas mal de choses déjà. Il est très bien desservi en transport en commun, parce qu'en 10 minutes on est à Nancy Centre. Et puis il y a plein de commerces. Je vais pas citer les noms, mais il y a pas mal de commerces autour. En tout cas, les locataires, il y a beaucoup de locataires qui font tout à pied. Il y a aucun souci. On n'a pas besoin d'aller à Nancy Centre. C'est ça. Et on a notre agence qui est en pied d'immeuble là-bas, justement en proximité. Donc ça permet aux gens de venir directement nous voir. On a une permanence tous les jours de 11h à midi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages à cette permanence parce que même s'ils peuvent nous appeler, ils préfèrent descendre, venir nous voir, et nous ça nous va très bien. Il y a cette relation vraiment de proximité avec les clients. Oui, alors justement, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette agence? Quelles sont la nature de vos échanges avec les personnes qui viennent vous voir? Donc en fait, nous on gère tout ce qui est vie du bail, c'est-à-dire on fait l'état des lieux entrants jusqu'à l'état des lieux sortants, et puis tout ce qui se passe au milieu, donc les problèmes que les gens peuvent avoir dans leur logement et dans les parties communes. Donc il y a ce côté-là qui est souvent des problèmes techniques, des fois des problèmes de nuisance, conflits de voisinage qu'on règle aussi. Et puis après, nous on fait beaucoup de gestion urbaine de proximité, où on met en place des événements communs avec les associations. Et justement, pour mieux corréler ça, tous les trimestres, on fait un tour de quartier avec les élus, les associations et donc l'OMH. Et puis on repère un petit peu les améliorations qu'on pourrait faire, les activités qu'on pourrait faire à tel endroit. Et justement, vous auriez une amélioration ou un projet d'activité à nous citer que vous avez identifié? Même si c'est déjà pas mal fleuri, c'est vrai qu'on appelle ça la cité des fleurs, les gens redemandent encore pas mal de fleurissement. En tout cas, il y a beaucoup d'arbres, tout ça, mais ils veulent vraiment des fleurs, des rosiers, des choses vraiment des fleurs. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez pouvoir mettre en place avec vos partenaires. Oui, c'est ça. On a déjà commencé avec la ville de Nancy et ça se poursuit. Il y a encore des projets qui arrivent. Et au niveau justement de l'animation de quartier, est-ce que pareil, il y a des projets en place, des demandes particulières des habitants? Là, on a fait la fête des voisins pour la première fois cette année à côté, et c'est vrai que du coup, il y a pas mal d'habitants qui nous ont dit est-ce qu'on pourra le refaire l'année prochaine ensemble, parce qu'ils le faisaient un peu de leur côté. Là, on a décidé de le faire tous ensemble et ça a bien marché. Et puis après, il y a toujours la Saint-Nicolas, la fête de quartier. Enfin, chaque année, il faut le faire, quoi. Les gens, ça leur tient à cœur vraiment. Et un quartier donc qui fête ses 100 ans, mais qui va quand même continuer à se transformer, et notamment donc avec un programme immobilier qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est ça. Donc on a un programme qu'on appelle Donzelot, qui se situe donc dans la rue des Jonquilles. En fait, il y aura une partie collectif et des logements intermédiaires. Donc c'est comme des individuels, mais à deux appartements en bas, en dessous. Et la particularité, c'est c'est boulevard des Guettes, mais il y aura une partie qui sera sur Nancy, une partie sur Villers, parce qu'on est à la limite des deux communes.
Et vous disiez beaucoup aussi de petits-enfants qui souhaitent rester dans le quartier, qui demandent des logements. Est-ce que là-dessus, vous arrivez à répondre aux demandes ou est-ce qu'on est un peu bouché ? Ça dépend des moments, mais honnêtement, généralement, on y arrive quand même. Parce que là, je les vois, les familles aujourd'hui, c'est des gens qui demandent un logement, qui ont réussi à rester sur le quartier. Et pareil, avec les nouvelles constructions qui arrivent, on a déjà des personnes où voilà, on sait qu'elles vont déposer un dossier, qu'elles vont vouloir rester à tout prix sur le quartier, tout comme des personnes âgées qui habitent à étage, qui vont peut-être essayer là d'avoir un rez-de-chaussée, et puis on va essayer de les accompagner au mieux là-dessus. D'accord. Et pour la préparation de cette journée de festivités, là, de quelle manière est-ce que vous avez participé, vous, l'OMH ? Donc le OMH a un fonds de dotation et grâce à ce fonds de dotation, on donne des petites subventions à l'Olympique de Sonville et au Conseil citoyen. Donc ils font plusieurs choses de l'année, mais ils participent aussi à certains achats lors de cette fête. Et puis après, nous, c'est les moyens humains et logistiques. J'ai les gardiens d'immeubles qui viennent aider à monter le matin, qui là, normalement, quittent à 4h30, mais ce soir vont rester plus tard pour aider à démonter. Et puis voilà, on prête des tables, des chaises, des tonnelles. Enfin, n'importe quel besoin, on essaye de les aider. S'il faut les emmener faire quelques courses, comme on a les voitures OMH, on les emmène faire quelques courses. Enfin, voilà, logistique, humain, matériel. D'accord. Merci beaucoup Sonia Adler d'être passée nous voir dans les studios. Le Forum des bailleurs, c'est terminé pour aujourd'hui et c'est même terminé pour la saison. On se retrouve dès la rentrée de septembre et on vous souhaite un très bon été. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org